Faites entrer l'écriture, 5e épisode, l'écrivain, l'écrivaine en vacances. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après avoir tenté de voir comment écrire quand on n'a pas le temps, je vous propose un épisode centré, au contraire, sur ce vaste espace potentiel de temps, sur ce lieu, cet Oloé peut-être différent, que sont les vacances, à moins qu'il ne soit question de l'image de l'écrivain en vacances. Mais quelle image? C'est quoi les vacances pour un artiste? Bon, on va voir tout ça. Bien entendu, c'est un épisode auquel j'ai pensé en été. Je vous propose d'y réfléchir en nous appuyant, entre autres, sur un chapitre des mythologies de Roland Barthes, précisément intitulé « L'écrivain en vacances », dont je vous lirai quelques extraits. Je crois qu'évidemment, c'est au monde de la photographie, de l'image photographique, ou encore, comme on dit quelquefois, de l'image immobile, qu'il faut rattacher l'image touristique. C'est un chapitre dont je me suis toujours à peu près souvenu, en tout cas j'ai toujours cru m'en souvenir à peu près. Là je viens de le relire et je m'aperçois que je me souvenais des premières lignes, disons, et à quel point il peut sembler maintenant daté et à quel point on peut quand même continuer à s'en servir. Bon, je vais tout de suite vous lire le début, ce fameux début dont je me souvenais. L'écrivain en vacances. Gide lisait du Bossuet en descendant le Congo. Cette posture résume assez bien l'idéal de nos écrivains en vacances, entre guillemets, photographié par le Figaro. Joindre au loisir banal le prestige d'une vocation que rien ne peut arrêter ni dégrader. Voilà donc un bon reportage, bien efficace sociologiquement, et qui nous renseigne sans tricher sur l'idée que notre bourgeoisie se fait de ses écrivains. Ce qui semble d'abord la surprendre, et la ravir, cette bourgeoisie, c'est sa propre largeur de vue à reconnaître que les écrivains sont eux aussi gens à prendre communément des vacances. Les vacances, entre guillemets, sont un fait social récent, dont il serait d'ailleurs intéressant de suivre le développement mythologique. D'abord fait scolaire, elles sont devenues, depuis les congés payés, un fait prolétarien, du moins laborieux. Affirmer que ce fait peut désormais concerner des écrivains, que les spécialistes de l'âme humaine sont eux aussi soumis au statut général du travail contemporain, c'est une manière de convaincre nos lecteurs bourgeois qu'ils marchent bien avec leur temps. On se flatte de reconnaître la nécessité de certains prosaïsmes, on s'assouplit aux réalités modernes, entre guillemets, par les leçons de Siegfried et de Fourastier. Monsieur Fourastier, dans un livre récent, vous avez évoqué le problème des loisirs. Qu'est-ce que l'homme va faire, en définitive, de toutes ces heures de loisirs qui s'offrent à lui? Alors là, évidemment, là vous posez le vrai problème de l'avenir, n'est-ce pas? Et il est commandé par, disons, les désirs, les aspirations de chacun d'entre eux. L'homme va donc devoir trouver un aliment à sa vie. Oui, bien sûr. C'est peut-être le problème central de l'avenir, n'est-ce pas? Autrefois, l'homme était dominé par la nécessité. Il était obligé de travailler pour satisfaire à des besoins végétatifs. Et même en travaillant beaucoup, il les satisfaisait très mal. Au contraire, dans l'avenir, l'obligation de travail sera vraiment beaucoup réduite. Et alors, il restera une liberté d'emploi du temps. Fourastier, c'est l'inventeur de l'expression « les 30 glorieuses ». De quand datent les mythologies de Barthes? Eh bien, 1957. Mais restons sur ce début. Moi, je me souvenais surtout de Gide descendant le Congo en lisant. Et dans mon souvenir même, il emportait avec lui les œuvres complètes. Alors, je ne savais pas si je pensais bien à Bossuet, mais enfin, je le voyais sur une sorte de pirogue emporter des œuvres complètes, tout ça sous l'œil du photographe. C'est ça qui m'avait marqué. Roland Barthes. Oui, et alors justement, la photographie présente, du point de vue qui vous intéresse, celui des significations, la photographie présente une sorte de paradoxe extrêmement intéressant. Parce qu'en principe, une photographie, c'est véritablement la copie littérale du réel, n'est-ce pas? Et au fond, ce qu'on demande à une photographie, ce qu'on croit lui demander, c'est d'être une sorte d'analogie totale et parfaite de la scène qui est captée par l'image photographique. Attention au passage, en 1957,
quand on représente l'écrivain en vacances, sauf peut-être Françoise Sagan, on la rencontre souvent sur la plage de Deauville où elle ne se baigne jamais. il n'est pas question des femmes. C'est en tout cas ce qu'il me semble. Ce sont les hommes qui sont pris en photographie et montrés comme des écrivains, oh là là mon Dieu, en vacances. Or, on sait, ou en tout cas dès qu'on commence à regarder des photographies de presse par exemple, ou même des photographies touristiques avec un regard un peu critique, on sait très bien que malgré cette sorte de présence analogique, naturelle de la photographie, eh bien en réalité, la photo transmet bien d'autres messages, j'appellerais des messages seconds, des messages latents, qui ne sont pas inscrits directement dans le détail de la scène représentée. Par ailleurs, le fait de retrouver dans la presse des sujets sur les écrivains en vacances, c'est quelque chose qui me paraît assez daté. Aujourd'hui, on va trouver des acteurs, des chanteurs, des hommes politiques, des sportifs, mais pas des écrivains, ou alors une fois de temps en temps, mais certainement pas pour aller raconter leurs vacances. Donc tout ça me paraît lointain, et ça me paraît le signe, cette différence d'avec aujourd'hui, me paraît le signe du fait que les écrivains ne sont plus des figures sacrées. Question sur laquelle on pourra revenir, parce que je pense que ce n'est pas si simple que ça. Mais disons, ne sont pas restés sacrés au point qu'on s'étonne et qu'on se sente encanaillé quand on les imagine en vacances. Alors je continue un peu mon Barthes. Bien entendu, cette prolétarisation de l'écrivain n'est accordée qu'avec parcimonie, et pour être mieux détruite par la suite. À peine pourvu d'un attribut social, les vacances en sont un fort agréable, l'homme de lettres retourne bien vite dans l'empirée qu'il partage avec les professionnels de la vocation. Et le naturel, entre guillemets, dans lequel on éternise nos romanciers, est en fait institué pour traduire une contradiction sublime, celle d'une condition prosaïque, produite hélas par une époque bien matérialiste, et du statut prestigieux que la société bourgeoise concède libéralement à ces hommes de l'esprit, pourvu qu'ils lui soient inoffensifs. Ce qui prouve la merveilleuse singularité de l'écrivain, c'est que pendant ces fameuses vacances, qu'il partage fraternellement avec les ouvriers et les calicots, il ne cesse, lui, sinon de travailler, du moins de produire. Faux travailleur, c'est aussi un faux romancier. L'un écrit ses souvenirs, un autre corrige des épreuves, le troisième prépare son prochain livre. Et celui qui ne fait rien l'avoue comme une conduite vraiment paradoxale, un exploit d'avant-garde que seul un esprit fort peut se permettre d'afficher. On connaît à cette dernière forfanterie qu'il est très naturel, entre guillemets, que l'écrivain écrive toujours, en toute situation. D'abord, cela assimile la production littéraire à une sorte de sécrétion involontaire, donc tabou, puisqu'elle échappe aux déterminismes humains. Pour parler plus noblement, l'écrivain est la proie d'un dieu intérieur qui parle en tout moment, sans se soucier, le tyran, des vacances de son médium. Les écrivains sont en vacances, mais leur muse, avec une majuscule, veille et accouche sans désemparer. Ah là là, la figure féminine, en 57, c'est toujours la muse, avec une majuscule, et elle accouche. Ça, je ne sais pas si ça a changé dans un certain imaginaire collectif. Par contre, ce qui n'est pas loin du tout, en réalité, c'est la réelle prolétarisation, comme il dit, des écrivains, du statut des écrivains. Ça, il en parle pour que ça fonctionne comme une image un peu frémissante pour le bourgeois qui lit le Figaro. Mais c'est une pure réalité, en fait. Dans la chaîne du livre, au niveau économique, les prolos, ce sont les auteurs lambda. Continuons. Le second avantage de cette logorée, c'est que par son caractère impératif, elle passe tout naturellement pour l'essence même de l'écrivain. Celui-ci concède sans doute qu'il est pourvu d'une existence humaine, d'une vieille maison de campagne, d'une famille, d'un short, d'une petite fille, etc. Mais contrairement aux autres travailleurs, qui changent d'essence, et ne sont plus sur la plage que les estivants, l'écrivain, lui, garde partout sa nature d'écrivain. Pourvu de vacances, il affiche le signe de son humanité, mais le dieu reste. On la rencontre souvent sur la plage de Deauville où elle ne se baigne jamais. On est écrivain comme Louis XIV était roi, même sur la chaise percée. Alors là, je m'arrête ici pour, très prosaïquement, à mon tour,
mais sans vouloir en faire une image qui dirait le contraire, dire que le statut d'artiste-auteur, qui est le statut des écrivains de métier, ne comprend pas de congés payés. On n'a pas plus de congés payés que de droit au chômage. Donc ces fameuses vacances qui sont à la fois rendues prosaïques et magnifiées par le Figaro, ce sont forcément les vacances d'un écrivain qui vend beaucoup ou alors qui a un métier à côté. Mais ce ne sont pas les vacances de l'écrivain lambda qui, lui, comme l'écrivain divin, n'a qu'une idée en tête, peut-être, et c'est d'écrire en vacances, même quand il est en vacances, et ça je vais en parler après. Il a en effet cette idée-là en tête, mais il n'a pas les congés payés pour pouvoir s'en plaindre ou continuer à écrire alors qu'il pourrait s'arrêter. Je continue ma lecture de Barthes. L'image bonhomme de l'écrivain en vacances, entre guillemets, n'est donc rien d'autre que l'une de ces mystifications retorses que la bonne société opère pour mieux asservir ses écrivains. Rien n'expose mieux la singularité d'une vocation, entre guillemets, que d'être contredite, mais non niée, bien loin de là, par le prosaïsme de son incarnation. C'est une vieille ficelle de toutes les hagiographies. Aussi voit-on ce mythe des vacances littéraires, entre guillemets, s'étendre fort loin, bien au-delà de l'été. Les techniques du journalisme contemporain s'emploient de plus en plus à donner de l'écrivain un spectacle prosaïque. Mais on aurait bien tort de prendre cela pour un effort de démystification. C'est tout le contraire. Sans doute, il peut me paraître touchant et même flatteur, à moi, simple lecteur, de participer par la confidence à la vie quotidienne d'une race sélectionnée par le génie. Je sentirais sans doute délicieusement fraternelle une humanité où je sais par les journaux que tel grand écrivain porte des pyjamas bleus et que tel jeune romancier a du goût pour les jolies filles, le reblochon et le miel de lavande. N'empêche que le solde de l'opération, c'est que l'écrivain devient encore un peu plus vedette, quitte un peu davantage cette terre pour un habitat céleste où ses pyjamas et ses fromages ne l'empêchent nullement de reprendre l'usage de sa noble parole démiurgique. Alors je m'arrête là à nouveau, parce que ce qui a changé depuis 1957, c'est que ce ne sont plus les journalistes qui véhiculent ces images-là. Ce sont certains écrivains eux-mêmes. Grâce à Instagram, ou Facebook, ou ce que vous voulez, ou TikTok, enfin bref, les réseaux sociaux, c'est l'écrivain lui-même qui montre qu'il a des pyjamas bleus s'il a envie de montrer qu'il a des pyjamas bleus. Et ça, cette question-là, de l'image qu'on va véhiculer, de la personne publique qu'on va devenir, c'est une question qui est bien plus large que celle de l'écrivain. C'est tout un chacun qui est stimulé en permanence et à qui on va donner envie de devenir un personnage public. Évidemment, on pense au statut des influenceurs, et évidemment, on y pense en ne pensant qu'aux influenceurs qui gagnent énormément d'argent, en exposant simplement, entre guillemets, leur vie, alors que la très grande majorité des influenceurs, comme des écrivains, ne gagnent presque rien en regard des efforts fournis. Pour voir publiquement l'écrivain d'un corps bien charnel, révéler qu'il aime le blanc sec et le beefsteak bleu, c'est me rendre encore plus miraculeux, d'essence plus divine, les produits de son art. Bien loin que les détails de sa vie quotidienne me rendent plus proche et plus claire la nature de son inspiration, c'est toute la singularité mythique de sa condition que l'écrivain accuse par de telles confidences. Car je ne puis que mettre au compte d'une surhumanité l'existence d'êtres assez vastes pour porter des pyjamas bleus, dans le même temps où ils se manifestent comme conscience universelle, ou bien encore professer l'amour des reblochons de cette même voix dont ils annoncent leur prochaine phénoménologie de l'ego. Cependant, Barthes, en ne parlant que de l'image de l'écrivain en vacances, distille une sorte de doute sur ce que ferait un écrivain en vacances. Vladimir Yankelevitch est invité à répondre à cette question dans la même émission que celle où on entend Barthes parler de la photographie. Et voilà ce qu'il dit. Comme beaucoup de mes collègues, lorsque les vacances arrivent, on se dit « tant mieux, je vais me mettre au travail ».
C'est l'époque du véritable travail pour nous, n'est-ce pas? C'est l'époque où nous pouvons achever nos livres, ou les commencer, ou les continuer. Et ce que nous ne pouvons pas toujours faire pendant l'année. Est-ce que vous partez véritablement en vacances au sens où on l'entend d'ordinaire? Oui, est-ce que vous aimez les vacances? Non, je ne les aime pas, seulement j'ai une fille qui a 9 ans et qui n'est pas de mon avis sur ses problèmes. C'est pourquoi je suis obligé de faire comme les autres. Sans ça, je sais bien où je les prendrais et comment je les prendrais. Et où est-ce que vous les prendriez? Ici, à cette table. Pour vous, il n'y a pas de loisirs. J'avoue que le problème ne se pose pas pour moi. Non, l'usage de mes loisirs est un problème qui n'existe pas. C'est exactement ce que dit Barthes en parlant de l'image véhiculée par la presse. On est bien d'accord. Si on me posait la question, je répondrais peu ou prou comme Yankelevitch. Pas tout à fait exactement de la même façon, on va voir plus loin. Mais quand même, est-ce que ça veut dire que parce que j'ai envie d'écrire tout le temps, j'exerce une sorte de fonction sacrée? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que la fonction de l'écrivain est complètement désacralisée aujourd'hui? Est-ce que c'est une question d'abord? Attention, je vais faire des généralités. Premier et second degré accepté. La question qui prime, me semble-t-il, c'est que l'écrivain en vacances, qui n'a pas de congé payé, ben voilà quelle est sa vie en fait, s'il n'a pas un second métier à côté. L'écrivain en vacances, je parle pour moi, pour peu qu'il ait une famille, soit il est odieux, parce qu'effectivement, il n'a qu'une envie, c'est d'écrire. Je parle pour moi. Il va faire tout ce qu'il peut pour se soustraire aux obligations, soit il se traîne, il fait les choses, mais en fait, il n'a pas envie de les faire parce que ce qu'il veut, lui, c'est retourner à son roman, à sa fiction, à son autobiographie, etc. Et ça, est-ce que c'est une image ou la réalité? Les deux, possiblement, et ça ne change rien à la réalité. Il y a des choses, quand on est en vacances et qu'on est écrivain ou écrivaine, qui sont bien tolérées, comme par exemple faire des photographies. Mais par contre, se mettre dans son coin pour écrire, c'est-à-dire couper le lien, ignorer les autres, ça c'est pénible pour l'entourage. Et je le concède vraiment, c'est vrai. Mais c'est ça, la vraie vie de l'écrivain en vacances. Celle d'un être chiant, n'ayons pas peur des mots, un être pénible qui n'aime pas les vacances. Marguerite Duras. Les vacances, pour moi, c'est le loisir obligatoire. C'est pour ça que ça me tente tout le temps. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, Marguerite, là? Ça la tente? Ah, vous voulez dire que les vacances sembleraient la promesse d'échapper à la vie quotidienne et que cette promesse est toujours déçue. Comment voulez-vous qu'elle ne le soit pas? Oh là là, ça commence à être le bazar, là. L'image de l'écrivain en vacances par la presse, ce que pensent les écrivains des vacances des Français, ça commence à se mélanger un peu. Je reprends mon écrivain lambda, celui qui veut avoir pour métier l'écriture, mais qui ne vend pas assez pour ne faire que ça. Qu'est-ce qui se passe en fait pour les écrivains lambda en vacances? Quand on est en vacances et qu'on est écrivain, non seulement on n'a pas de congé payé, mais on ne gagne pas d'argent, puisque ceux avec lesquels on pourra en gagner sont en vacances, et en plus, il faut partir, il faut voyager, il faut aller voir des choses, bref, il faut dépenser les sous qu'on a déjà 2 fois pas. Voilà ce qui est vraiment prosaïque, mais voilà ce qui est vraiment vrai. Alors, on va utiliser les réseaux sociaux pour magnifier ces moments-là, photographier le bout de plage sur lequel on se trouve, les livres qu'on est en train de lire, soi-même, mais d'une façon un peu artistique, pour ne pas trop avoir l'air d'un plouc. Bref, on continue à faire sa publicité pendant les vacances pour ne pas être oublié, par anxiété, par peur de disparaître. Ce qui est évidemment paradoxal, si on pense que l'écrivain n'a qu'une envie, c'est de se retrouver tout seul pour écrire. Revenons encore une dernière fois sur cette histoire d'image dans la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'intéresse aux vacances de Houellebecq, par exemple? Non. Houellebecq va se retrouver dans les journaux parce que il a fait un film porno, mais pas parce qu'il porte des pyjamas bleus. Du moins, je ne crois pas. Ce qui, dans les années 50, provoquait un petit frisson, tel que le raconte Barthes, aujourd'hui ne provoque plus rien du tout. Alors elle est où, la mythologie de l'écrivain en vacances? Nulle part, je pense. En réalité, par exemple, l'écrivain en vacances, quand il travaille, a autre chose qu'à son livre, c'est quelqu'un à qui on va aller demander de faire des animations,
dans les centres d'été auprès de gens que le centre de vacances veut tenter de cultiver un peu. Ça devient un animateur, l'écrivain qui travaille en vacances. S'il corrige son manuscrit ou pas, s'il fait ses recherches ou pas, les vacances n'y changent rien. Pour lui, vacances ou pas vacances, c'est pareil. Il n'y a pas de frontières. Et ça, c'est non seulement quelque chose qui n'est plus mythifié, mais c'est quelque chose qui n'est surtout plus compris du tout. Barthes le raconte comme s'il n'était lui-même qu'un lecteur et pas un auteur par ailleurs, et comme si tout ça c'était qu'une question d'image. Mais toute cette image-là, le fait de ne pas pouvoir se débarrasser de l'écriture pendant qu'on est en vacances, honnêtement, c'est vrai pour une grande majorité des auteurs. Moi, autour de moi, je n'en connais qu'un seul qui m'a dit un jour que quand il était en vacances, il était vraiment en vacances. Non seulement de son métier salarié, mais aussi de son métier d'auteur. Et honnêtement, je sais pas trop s'il faut le croire. Et puis, dire aussi que les outils numériques, depuis tout ce temps, ont tellement démultiplié nos possibilités de nous exprimer qu'il nous est impossible de sortir de notre imaginaire. Je pense qu'avant, un écrivain en vacances, soit il partait avec son bossuet à lire, et il réfléchissait à son bossuet, bien, très bien, soit il arrivait dans une maison de vacances où il trouvait de vieux polars racornis, et il lisait ces vieux polars racornis absolument comme tout le monde, soit il abandonnait son imaginaire pour l'été, afin de s'occuper de sa fille de 9 ans. Mais aujourd'hui, quand on a une idée de livre en tête, par exemple, on peut continuer grâce à la connexion à y penser, à trouver des informations, absolument 365 jours par an. Il n'y a pas une seule journée où on peut dire « je suis en vacances ». Donc, les vacances de l'écrivain ou de l'écrivaine aujourd'hui, je crois que ce sont des fragments de temps dans une journée. Et au moment même où j'enregistre cet épisode et où je dis ces mots, je découvre l'histoire du repos d'Alain Corbin, l'historien. Alain Corbin qui explique que, avant l'ère industrielle, le repos, chez les artisans et chez les paysans, il pouvait infuser tout au long de la journée. L'artisan pouvait s'arrêter pour aller boire un coup avec un client, avec un habitant, un voisin. Le paysan pouvait s'arrêter au bord du chemin pour discuter. Bref, c'est lui qui était maître de son temps de repos tressé à l'intérieur du temps de travail. On s'éloigne là de la question de l'image. À ce propos, pour en terminer, au moins pour le moment, disons que c'est peut-être parce que les écrivains contemporains ne sont plus sacralisés qu'ils ont pris en charge eux-mêmes leur image. Peut-être. On peut penser aussi que l'écrivain contemporain se fout désormais de la sacralisation et ce qui l'intéresse, c'est d'utiliser l'image comme une écriture. À mon avis, les deux existent et parfois même coexistent. Alors, ces vacances, au fond, à quoi elles ressemblent ? On n'a toujours pas vraiment répondu. Même si, évidemment, le fait de changer de cadre, de rythme, ça aère l'esprit, ça fait du bien pour l'écrivain comme pour n'importe qui d'autre. Peut-être pourrait-on terminer en disant que ce bateau sur lequel se trouvait Gide, au début du texte de Barthes, ce bateau-là, il est partout. Il est dans le monde. C'est le monde. J'en arrive bientôt à la fin de ce podcast et j'ai envie de terminer en rebondissant sur quelque chose que je n'ai fait que suggérer à un moment, c'est la proposition qu'on fait souvent aux auteurs d'être des animateurs. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fréquemment rencontré, qu'on nous demande d'animer des ateliers d'écriture ou d'autres formes, justement pour pouvoir changer, proposer autre chose dans un système de programmation. Donc j'ai dit qu'on pouvait demander à un écrivain ou une écrivaine d'aller dans des centres de vacances pour apporter la bonne parole culturelle aux vacanciers. Alors ça m'est déjà arrivé, donc je vais terminer cet épisode en ajoutant une petite lecture d'1 minute, lecture d'un texte que j'ai écrit lorsque je me suis retrouvée sur la Côte d'Azur en tournée pour la CCAS, autrement dit le comité d'entreprise d'EDF. Il s'agissait alors de créer des déambulations à base de lecture et d'animer les ateliers. Je vous laisse donc au bord de la mer et je vous dis à bientôt. Pour être honnête,
avoir créé ce podcast, cet épisode-là, moi, ça me permet maintenant de me sentir enfin en vacances. Tout au bout de la presqu'île, plusieurs heures à attendre avant d'intervenir. Le Mistral est tombé, la température remonte. Après le port, là où embarquer pour Porquerolles, une suite de petites criques auxquelles accéder par des marches de pierre. Escarpements, descentes, de l'ombre, le ronron d'un moteur de bateau, 3 hors-bord, un canot stationne. Dans 2 jours, Paris ? Ne pas nager avant la déambulation, ne pas se laisser déconcentrer. La mer, la crique, le sable, la découpe des îles, c'est dans les textes qu'elle se trouve.